Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Novembre 1982, novembre 2017, 35 ans que Paul Biya a accédé à la magistrature suprême au Cameroun. Et parmi les chantiers, la consolidation de la paix et la construction nationale. 35 ans après, où en est-on? Les mémorandas qui fusent de partout, du territoire national, du Grand Nord, de la Léquier et récemment le Lakam, sont-ils la traduction de l'échec de cette construction nationale? Les violences enregistrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis pratiquement un an sont-elles des marques d'une paix fragile dans notre pays, ou plutôt l'expression de la démocratie que l'homme du 6 novembre dit avoir donnée au Cameroun? L'unité nationale, 35 ans après, est-elle toujours un défi à relever par le renouveau ou déjà un acquis? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, pour ce débat justement, nous accueillons le professeur Auguste Nguiletou. Bonsoir professeur. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, vous êtes enseignant à l'université de Douala, vous êtes agrégé de sciences politiques et vous êtes vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà, merci donc professeur Nguiletou d'être venu. J'introduis le professeur Thomas Atenga, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu professeur. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes également enseignant à l'université de Douala, à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala et donc chef département communication. Vous êtes un ancien journaliste du Messager, j'aime bien le préciser. J'assume. Voilà. Cette identité. Puisque vous avez fait un DEA, je crois, en communication et journalisme, et puis plus tard une thèse en sciences politiques. Et vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont celui que j'aime le plus, Cameroun, Gabon, la presse en sursis. Voilà, et beaucoup d'autres ouvrages, que ce soit dans le domaine de la publicité ou encore de l'analyse politique. Infiniment merci, professeur Thomas Atenga, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. J'introduis l'auteur Jean-Paul Biya. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci, je suis passé cet après-midi pour répondre à votre invitation. Voilà, infiniment merci donc d'être venu. Vous êtes responsable de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur. Ça dure 12 ans. Voilà, après avoir été pendant quelques années également responsable de la coopération internationale du ministère de la communication. Et voilà, vous êtes également rédacteur en chef du journal Le Patriote. Ah, Le Patriote, voilà, ça c'est bien de préciser. Très bien. Poche du pouvoir préféré. Militant politique aussi, puisque vous êtes chargé d'une mission communale au comité central du RDPC, le parti au pouvoir qui vient de célébrer les 35 ans de l'homme du renouveau. Oui, oui. On en parlera tout à l'heure. Merci donc d'être venu. Professeur Claude David, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fangwa. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes sociopolitiste et j'aime toujours préciser, même si vous n'avez pas beaucoup, que vous êtes enseignant à l'UCAC, Université catholique d'Afrique centrale. En tout cas, c'est pas elle qui vous a mandaté pour venir sur ce plateau. Venez à titre personnel. Infiniment merci, professeur, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous avez la parole, vous la gardez, professeur Claude Abbé. On vient d'apprendre dans l'actualité un certain nombre de faits intervenus ces jours-ci, notamment dans la région du Nord-Ouest, Bamenda, Kumbo, où il y a eu des violences avec à la clé des morts, et parmi les morts, des forces de défense. Il y a comme... on a parlé des individus qui ont arraché, qui ont abattu des gendarmes et qui ont arraché des armes à feu, qu'on a d'ailleurs retrouvé auprès des églises auprès d'une église il y a quelque temps. Qu'est-ce que cela traduit de votre point de vue? Est-ce que ce serait exagéré d'affirmer que ça devient ingouvernable dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun, notamment depuis le début de la crise anglophone? Peut-être pas ingouvernable, parce que dire que c'est ingouvernable, ce serait peut-être aller un peu trop loin. De mon point de vue, la situation est en train de tourner vers quelque chose de difficilement maîtrisable, dans la mesure où aujourd'hui on a comme une impression qu'il y a la mise en musique de ce qu'on pourrait appeler une sorte de guérilla urbaine qui est en éclosion et qu'il faut peut-être rapidement... Et qui représente une menace réelle à la paix? Puisque vous voyez bien que quand
des forces de défense. C'est symbolique, hautement symbolique, de mon point de vue. Quand les forces de défense sont attaquées au point où certaines d'entre elles peuvent avoir à perdre la vie, c'est à regret qu'il faut le dire, de mon point de vue, qu'aujourd'hui, il y a peut-être, il faut repenser les réponses de ce côté-là pour que la situation n'aille pas en s'aggravant, pour qu'il y ait une meilleure maîtrise de cette situation-là. Docteur Jean-Paul Biya, est-ce que ce n'est pas là une espèce de remise en question du slogan ou des slogans qui ont entouré la commémoration des 35 ans de pouvoir du président Biya, où on a parlé beaucoup de paix, on a parlé de construction nationale, d'unité nationale comme étant des éléments construits par le président Biya depuis son accession au pouvoir en 1982. Est-ce que ces éléments-là ne sont pas la traduction de ce qu'effectivement il y a un problème avec la paix au Cameroun aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut ramener un tout petit peu ce qui se passe au Cameroun en remontant le cours des 35 ans du président Biya, un peu ce que le général de Gaulle a dit aux Français en 1946 dans le discours à Bayeux. Que dit le général de Gaulle? Il dit « L'histoire de la France est l'alternance entre les immenses douleurs et les fécondes grandeurs. » L'histoire de la France est l'alternance entre les immenses douleurs et les fécondes grandeurs. Donc, dans la trajectoire, la courbe de l'évolution d'un système politique, il y a des moments notamment de contestation et des moments d'approbation. Et dans le cas de Bamenda, effectivement, on est dans la trilogie, quand c'est dans le professeur Nguélé Touadou, à savoir, il y a l'entrée en crise, la gestion de la crise et la sortie de crise. Bon, nous avons engagé la phase de ce que nous pouvons appeler ici la sortie de crise, la troisième étape, effectivement. Mais on ne peut pas sortir d'une crise comme dans une arithmétique, à savoir 1 plus 1 égale 2. Il y a toujours des éléments de contestation, il y a des ailes dures, il y a des niches dormantes de la contestation. Dans le cas d'espèce, comment fait-on la différence pour séquencer ces éléments, je veux dire cette chronologie que vous présentez? Il y a une évolution de la calmie quand même, qu'on ressent quand même sur le terrain, à savoir notamment une reprise de l'activité sociale par endroits quand même dans certaines villes du nord-ouest et dans certaines villes du sud-ouest. Il y a une adhésion déjà notamment à un discours de paix, parce qu'en fait, dans la typologie de la paix, il faut au moins en considérer deux. Il y a la paix d'imposition, la paix de durcissement et la paix d'adhésion notamment. Nous sommes partis d'une paix d'imposition vers une paix d'adhésion qui est progressive. Quand vous dites paix d'adhésion, quelles sont les caractéristiques? C'est-à-dire la population, de façon concrète et palpable. Elle peut vaquer à ses occupations sans avoir besoin des forces de l'ordre pour sécuriser une action. Est-ce que c'est le cas en ce moment, notamment dans ces régions? Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution, comme je l'ai dit, mais en même temps quelques poches de résistance. Mais néanmoins, il y a une amorce, notamment de sortie de crise. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que le docteur Jean-Paul Biya, professeur Tenga, sur cette question? On va dire que c'est une crise qui s'est diffusée selon le modèle d'IAS. Il y a eu une phase de montée en puissance qui a atteint un pic lors des événements de la proclamation de l'indépendance en Guinée de l'Amazonie. Maintenant qu'on redescend parce que des formes de consensus se dégagent, émergent donc, n'est-ce pas, des dynamiques de milicianisation de la crise, parce que justement les forces extrémistes veulent reprendre la main sur un processus qui leur échappe. Et je crois qu'on assiste à cela en ce moment. Quand vous dites qu'il y a eu un pic à un moment donné et qu'on est dans une courbe descendante, quels sont les éléments qui vous permettent de le voir? C'est vrai que vous êtes pratiquement dans le même sillage que le docteur Biya, parce que pour lui, on est pratiquement dans une phase de sortie de crise. Mais les éléments sur le terrain, est-ce on se souvient qu'après les mouvements du 22 septembre, oui, on avait l'impression, enfin avant le 22 septembre, effectivement, on avait l'impression que les choses se calmaient. Mais il y a eu ces mouvements-là, ce vaste mouvement, le 22, puis il y a eu le 1er octobre également, un autre élément. Bon, on peut peut-être considérer ça comme des pics, mais qu'est-ce qui indique que on ne va pas remonter? Le premier élément, c'est comme la fragmentation même du vaste mouvement dit. Vous savez qu'ils sont réunis au Nigeria et que sortir de ce conclave, il y a eu des camps qui se sont dessinés et qu'à l'intérieur même, les forces sont aujourd'hui très éclatées. Donc du coup, ceux qui ne sont pas les éléments incontrôlables du mouvement sont aujourd'hui en train de milicianiser, d'essayer de transformer cela en guérilla urbaine, et c'est ce à quoi on assiste maintenant. Professeur Nguélé-Touadou, sur cette question-là, de façon précise, je vais dire quelle est la perception, quelle analyse que vous avez. Est-ce que le fait justement de concevoir cette crise-là, sous ce prisme-là,
Est-ce que ce n'est pas ça justement qui fait que ça s'enlise? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une situation gérable, qui peut être maîtrisée, et puis après, de temps en temps, on a comme des soubresauts, selon certains. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que justement, on n'arrive pas à envisager des mesures fortes, des solutions durables pour répondre à cette crise-là, et peut-être en comptant sur l'usure? Alors, si je me place sur le terrain d'une analyse de la conflictualité, on se rend compte que ce qui se déroule actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun est comparable à cette crise qui a secoué une partie du Cameroun il y a quelques années, notamment le versant est concernant les réfugiés qui sortaient de la République centrafricaine pour la partie Est. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de constater et de voir comment ces différents acteurs, ces protagonistes, portent atteinte même à un certain nombre d'emblèmes nationaux. Et à partir de ce moment, il est indispensable d'affiner les stratégies nécessaires pour pouvoir porter une réplique à la mesure de l'atteinte qui a été faite. Car porter atteinte ou tout simplement mettre à mort les forces de sécurité, c'est atteindre l'État dans sa substance. Et parlant des stratégies, je pense jusqu'à présent que l'État a mis un certain nombre de moyens pour pouvoir venir à bout de cette situation de crise. Mais malheureusement, il y a des poches de résistance, lesquelles poches de résistance se transforment en une sorte de force diffuse qui sont de moins en moins maîtrisables et portent atteinte à ces différents emblèmes-là. Car vous le voyez, même au sein, dans cette dynamique conflictuelle, les acteurs en face ne parlent plus d'une seule voix. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de la mise au banc d'un des leaders qui pourtant portait cette cause-là jusqu'au niveau des officiers camerounais. C'est donc dit qu'il faut adapter la stratégie à la nouvelle menace qui se donne à voir sur le terrain actuellement. Effectivement, le problème qu'on a à un niveau, c'est qu'on a le sentiment justement que au niveau de pouvoir, au lieu de faire un diagnostic froid de la question et d'identifier les origines réelles de cette crise-là, on a l'impression qu'on surfe davantage sur des éléments liés aux symboles nationaux, à la puissance, la force de l'État, et on semble plutôt s'intéresser à ces aspects-là plutôt que d'aller chercher les vraies origines de cette crise-là et d'apporter des solutions. Est-ce que vous avez le sentiment que le diagnostic fait est clair et que les mesures qui sont apportées peuvent permettre justement de juguler cette crise-là de façon réelle? En l'état actuel, aucun diagnostic ne saurait être totalement satisfaisant. Et le meilleur diagnostic qui soit, c'est celui qui peut se faire à partir d'une plateforme de négociation. Et c'est d'ailleurs, il me semble, dans cette logique s'inscrit cette mission gouvernementale qui a été prescrite par le président de la République, qui avait pour mission d'aller recueillir les données sur le terrain et voir dans quelle mesure apporter progressivement les solutions. Oui, mais professeur, je ne vous interromps pas, mais justement, si le diagnostic n'a pas été fait, on peut donc considérer que les mesures qui ont été prises jusqu'ici, c'est une sorte de navigation à vue. Navigation à vue, je ne pense pas. Dès lors que, dans une situation de crise, il faut d'abord cerner l'interlocuteur. En face, on a l'impression que l'interlocuteur initial s'est mu dans une autre dynamique qui est difficilement maîtrisable. Dès lors, on a de la peine à coller véritablement l'étiquette d'interlocuteur sur une face précise, suffisamment représentative de la population, des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Il est donc, pour le moment, il est assez délicat de pouvoir s'engager dans une telle opération sans toutefois prendre les précautions qui s'imposent. Professeur Abbé, sur cet aspect-là, peut-être, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cet élément-là, c'est peut-être, je veux dire quoi, n'est qu'un indicateur de ce qu'on a observé, je veux dire quoi, pendant les 35 ans du renouveau,
où effectivement il y a eu, j'ai pris tout à l'heure en début d'émission, je parlais de ces mémorandas qui fusent de partout, parce que je crois on va revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur les solutions qui peuvent être envisagées pour une, je veux dire quoi, pour une gestion durable de cette crise-là. Mais je voudrais qu'on reste d'abord sur la question de l'unité à travers, par exemple, ces mémorandas qui fusent de partout. Le plus récent, c'est celui du LACAM. Il y a eu un mémorandum de la Liké. Il y a eu, il y a quelques années, le mémorandum du Grand Nord. Est-ce que tous ces éléments-là, tous ces mémorandums ne sont pas la preuve qu'effectivement, il y a un problème avec l'unité nationale, notamment sur le renouveau? On peut faire 2 ou 3 lectures, mais avant de faire ces lectures-là, permettez-moi de ne pas être totalement d'accord avec mes 2 collègues en face, à savoir Jean-Paul Mbia et Guédietou, au sujet justement de la maîtrise de la situation. Vous savez, quand on est dans une situation où il y a une fragmentation des acteurs, une fragmentation d'un groupe, il devient difficile de pouvoir véritablement maîtriser ces fragments-là qui se mettent en mouvement. Lorsque vous avez un élément qui se mue, et qui se transforme progressivement, ça devient tout à fait difficile de dire qu'on est véritablement dans une pente où on est vers une descente totale. De mon point de vue, les situations de diffusion des acteurs et d'absence de fixation d'une identité sur l'acteur sont les situations les plus critiques et les plus difficiles à maîtriser quand on est dans une crise comme celle-là. Je voudrais croire ici que nos forces de défense vont avoir la réponse la plus idoine pour qu'effectivement on se rende compte qu'il y a eu là une nouvelle dynamique qui se met en place, parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, par exemple, est un élément, un déclic de mon point de vue, qui montre que là on est dans une autre phase où des acteurs en civil guettent quotidiennement ceux qui sont entenus et qui sont reconnus comme tels, et qui n'arrivent donc pas à reconnaître aujourd'hui qui sont véritablement leurs adversaires. Donc de mon point de vue, il faut peut-être être circonspect dans cette logique-là. Pour ce qui est de la question des mémorandas, on ne peut pas faire une lecture unilinéaire des mémorandas. Il faut avoir une lecture nécessairement plurielle dans la question des mémorandas. Vous savez que autant on peut avoir une logique de mémoranda où les gens sont dans la logique d'un repli identitaire véritable, autant on peut se dire qu'il y a aujourd'hui que le repli identitaire est devenu un capital politique qui n'est pas un effet hors de la structure, qui est à l'intérieur de la structure, parce qu'en fait ceux qui font des revendications sur cette base-là, que ce soit au nord, au sud, à l'ouest, ou dans ces mémorandas que vous attribuez à un certain nombre d'élites de la Liké, vous allez vous rendre compte que ce sont des dynamiques militantes qui prennent l'engroupe comme étant une ressource à partir de laquelle on peut articuler le jeu politique. Et ça, il faut le reconnaître aujourd'hui, que le jeu politique n'apparaît plus dans le contexte qui est le nôtre, rien qu'avec les acteurs convenus de la société politique. Est-ce que cela veut dire que vous dissociez ces mémorandas-là, par exemple, de ce qu'on a observé dans les régions nord et sud-ouest? C'est vrai que là, il n'y a pas de mémoranda ou de document écrit, mais il y a comme un dénominateur commun, c'est un mal-être et la nécessité peut-être d'une meilleure gouvernance, non? Ils sont des éléments qui peuvent avoir des choses en commun, comme il faut les dissocier. Ils peuvent avoir des choses en commun dans la mesure où l'ensemble exprime une sorte de mal-être, où les uns et les autres se disent qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être mieux faites et qui n'ont probablement pas été faites telles que c'était attendu. Mais le second élément important là-dedans, c'est que ces mémorandas ne sont pas une dynamique où on voit
la mise en route de l'agressivité comme étant un opérateur de l'interaction, mais comme la mise en route d'un modèle d'articulation d'une forme nouvelle de communication et qui, de mon point de vue, peut être une sorte d'utilisation d'une ressource primaire qui apparaît comme un élément de communication dans ce sens-là. Professeur Thomas Tenga, peut-être avant de prendre la parole, je voudrais donner la parole au docteur Jean-Paul Biya. Sur cette question-là, je veux dire quoi, le procès AB fait une différence entre les memoranda et peut-être ces mouvements qu'on a lancés dans la région du Nord et du Sud-Ouest, même s'il y a un dénominateur commun qui peut être lié au mal-être ou à la question de la gouvernance. On a finalement l'impression que les 35 ans du renouveau, pour l'essentiel, sur cette question-là, c'était des contestations, replis identitaires, et puis peut-être que ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, estimant que la formule du memoranda ou des mémorandums ne pouvait pas permettre de mieux, je veux dire quoi, de mieux faire comprendre le mal-être, ont décidé. Je pense qu'il faut recentrons le débat, c'est-à-dire il s'agit de questionner l'unité nationale. Est-ce que à cause des 35 ans du régime, le régime n'a pas su gérer l'unité nationale? C'est ça qu'il est question. Tout à fait. Qu'est-ce que l'unité nationale d'abord? C'est d'abord ça qu'il est question. L'unité nationale est un consensus. Quand on parle de l'unité, on parle d'abord de l'union, c'est-à-dire maison commune, union, chambre à part, unité. Il y en a qui peuvent aller plus loin, à savoir l'union, l'unité, l'univocité, l'unicité et l'univocité. Chambre commune, maison commune, chambre à part. Chambre des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest, de l'Est, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est d'abord ça, l'unité nationale. Est-ce qu'elle a volé en éclats? Non. Le professeur voulait parler de la conflictualité, c'est-à-dire qu'en fait, les différents acteurs entrent en conflit par rapport à un objectif à atteindre. De quoi est-il question? En fait, la partie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sent marginalisée dans la gestion de l'État. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Est-ce que nous sommes suffisamment représentés au niveau de la sphère étatique? C'est-à-dire, est-ce que le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, par exemple, représente la physionomie de l'anglophone ou alors du francophone? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui en réalité. Le grand débat se tourne autour de cela. Et maintenant, au niveau des acteurs, maintenant, les logiques d'acteurs, il y en a qui sont modérés, il y en a qui sont extrémistes. Extrémiste négatif, c'est-à-dire il faut tuer, il faut tabula rasa. Maintenant, extrémiste positif, il faut imposer l'ordre établi. Vous voyez un peu, donc il y a une multiplicité d'acteurs. Le professeur Abel a d'ailleurs dit, il y a une multiplicité d'acteurs. Mais maintenant, chaque acteur maintenant est sur une trajectoire précise. Nous voulons renverser la tendance actuelle, nous voulons une nouvelle tendance. Donc ça participe de la dynamique d'une société. Mais pourtant que l'unité nationale n'est pas mise à mal. Chaque Camerounais se reconnaît dans l'unité nationale, dans tous les différents compartiments de la société, y compris au niveau de l'équipe nationale de football. Quand un originaire du Nord-Ouest regarde les Lions indomptables, il cherche une Njip Tambe. Quand même il y aurait Benjamin Moukandjo, il y aurait Fabrice Olinga, il y aurait encore Kweke et autres, il cherche aussi Njip Tambe. Il y a un des miens dans cette équipe. Dans toutes les structures étatiques en place, est-ce qu'on ne retrouve pas les ressortissants du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest? Oui, on les retrouve. Zone anglophone, zone francophone. Maintenant, beaucoup veulent maintenant voir, est-ce que nous sommes dans une posture de décision? Parce que les revendications de memorandum et autres, ça partit notamment d'une lecture alimentaire. J'ai besoin d'un poste. Monsieur Chandan Tomé ou encore Monsieur Sinjun Pokam ont besoin notamment de participer à la vie nationale en occupant une position de pouvoir, évidemment en obtenir également quelques dividendes. Peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément. Ils sont que la face émergée de l'iceberg en réalité. Mais maintenant, revenons à un point. Parce que si on prend sur cet angle-là, vous risquez en faisant, je dirais, parallélisme de forme que, pour ce qui concerne la crise anglophone, Maître Bala, ou c'est pas, quel autre leader là, ou Aya Paul-Abiné, ont besoin des postes, ont besoin. Alors, finalement, une nécessité c'est une affaire de vivre ensemble, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre dans sa diversité. C'est là que nous acheminons, en fait. C'est ça l'unité nationale, c'est un consensus. Parce qu'en évoluant avec la pensée de Ernest Renan, y compris ses contemporains aujourd'hui, on doit aboutir à pouvoir s'accepter dans un ensemble bien précis. Donnez Jean-Paul Biya, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, 35 ans après, que par rapport au moment où le président Biya prenait le pouvoir, 82, la question de l'unité nationale aujourd'hui, je veux dire, l'unité nationale avance ou elle recule? Elle avance, elle progresse. Quels sont les signes qui l'indiquent? Notamment, comme je vous l'ai dit, fait comprendre, savoir qu'en fait, ce n'est qu'une revendication, peut-être pas marginale, mais c'est une revendication faible en réalité. Mais comme je dis, il y a plusieurs types d'acteurs, il y a des extrémistes. Même dans une maison, il peut y avoir des dissonances, mais pas de dissidence. Ils finissent par entrer et s'entendre sur l'essentiel. Il y a des extrémistes, nous avons parlé de cela. Et le professeur Ngueletu a beaucoup la conflictualité dans une logique d'acteurs. Il y en a qui sont pour qui adhèrent à une cause, d'autres qui sont pratiquement fascistes à la limite, pratiquement.
Et cela, on doit pouvoir les contenir, les accepter et les convertir. Professeur Tenga, oui, sur cette question. Oui. Sur cette question de façon précise, est-ce que on ne peut pas considérer, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de confusion, je peux me tromper, entre la question mémoranda, où c'est clairement exprimé, peut-être que le professeur Biya considère comme étant les, je veux dire quoi, les conséquences où bon, on a affaire à des gens qui ont besoin de postes, il a parlé de ration alimentaire, ou des questions précises, comme celles par exemple qui sont adressées par des leaders anglophones. Bon, il y a au départ une consortium. Est-ce que cette confusion-là, de votre point de vue, peut s'expliquer, peut se comprendre? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a une crise. Et le risque, pour ceux qui sont censés trouver des solutions dans le parti gouvernant, c'est d'euphémiser, de se dire il n'y a rien, c'est juste une histoire de poste. Le Cameroun est en crise, et en crise dans ses fondements identitaires, ses fondements symboliques, et qui menace ce que nous avons appelé notre vivre ensemble. Oui. Donc, il fait peut-être partie du camp qui euphémise, donc qui minore ce qui se passe, mais le Cameroun est en crise. Et les crises ne font que s'agréger, et donc qui menace justement ce qui était censé être un des acquis du renouveau. Cela étant, je reviens à une de vos questions initiales, à savoir, est-ce que les réponses sont à la hauteur? Et c'est là où j'appelle les médias le temps médiatique n'est pas le temps politique. En situation de crise, il y a des réponses d'urgence. Et dans la situation du Nord-Ouest, l'urgence était que l'école reprenne, que la vie économique reprenne. Elle est en train de reprendre maintenant la fabrication de la décision politique qui stabilise la situation dans le temps long, dans la durée. Ça prend du temps. Ce n'est pas dans l'histoire immédiate qui est le temps médiatique. Donc je voulais signaler cela pour dire que nous sommes là dans l'entre-deux. Soit c'est le camp qui euphémise la crise, qui pense que c'est une histoire des postes qui l'emporte et on va vers des périls plus grands, soit c'est ceux qui murmurent à l'oreille du prince, qui lui donnent la vraie mesure de ce qui se passe et qui l'amènent à prendre les mesures pour que le Cameroun retrouve, n'est-ce pas, à défaut de son unité, au moins sa stabilité dans la durée. Cette crise aujourd'hui, pour vous, comment il faut la comprendre? Est-ce que c'est juste un élément marginal ou bien il faut situer cela dans le sillage des contestations qu'on a vu par exemple apparaître justement avec ces mémorandas qu'on a cités? Disons, dommage qu'il ne soit pas là, il a parlé, l'unité nationale, ce n'est pas seulement les symboles, c'est un ensemble de facteurs agrégés qui font l'unité. Et un des facteurs, il y a l'histoire commune, le facteur identitaire, le facteur socio-politique, c'est-à-dire la redistribution du fruit du travail collectif. Et là, je pense que ce qui se vit aujourd'hui et qui est le fondement central de cette crise, c'est un problème de redistribution de tout notre travail depuis 1982. Tout notre travail est allé entre les mains de quelques factions, de quelques groupes, de quelques clans, pendant que la majorité qui trime au quotidien se retrouve sans route, sans hôpitaux, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui menace l'unité aujourd'hui, ce n'est pas tant les symboles, c'est le fait que le facteur de redistribution du fruit du travail collectif a été mal reparti depuis 32 ans. Et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est un des ressorts de cette crise. Et cela moi, je donne mon humble point de vue. Et cela peut donc justifier, peut-être, professeur Guélétou, donc ces mémorandas-là, qu'il faut peut-être prendre au sérieux, même si on a le sentiment que, bon, ça émerge des groupes ethniques et des groupes tribaux. Est-ce qu'il ne faut pas accorder une oreille attentive à ces revendications, à ces mémorandas-là, et peut-être essayer donc de voir peut-être la question de la répartition des ressources pour emprunter le concept développé par le professeur Tenga? De mon point de vue, ces mémorandas expriment non pas une menace à l'État en tant que tel, mais plutôt une demande d'accès à l'État. À partir de ce moment. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que ce n'était pas des éléments hors de la structure. Une demande d'accès à l'État. À partir de ce moment, les positions de pouvoir doivent être prises en considération en termes de redistribution. Parce que c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Certes, si ces différents mémorandas ne sont pas suffisamment encadrés, ceux-ci pourront dériver en une sorte de communautarisme. Et là, ça pourrait constituer une véritable menace à l'unité nationale. J'espère que pour le moment, on n'en est pas là et que ce message qui est adressé au pouvoir public, ceux-ci prendront la mesure réelle, n'est-ce pas, du contenu pour pouvoir adresser des solutions à la mesure de l'espérance fondée dans ces différents mémorandas.
Je voudrais juste préciser que ce que les collègues disent, dans la crise dite anglophone, on a deux visages. Il y a une demande d'accès à l'État. Il y a, parce qu'il y a eu probablement une sorte d'arrogance qui est très souvent connue d'un certain nombre de nos gouvernants qui essayent de dire non, tout va bien vraiment, les gens demandent juste des postes et ça il faut... Et donc ça évite d'aller en profondeur dans l'analyse. Permettez-moi, il y a probablement de cela qui a amené un certain nombre d'individus à endoctriner, parce qu'il faut le dire, il y a de l'endoctrinement dans ce qui se vit dans le sud-ouest et le nord-ouest. C'est des formes de radicalisation, il faut bien le dire, qui ont amené un certain nombre de populations à se dire, au fond, puisque ces gens ne veulent pas nous écouter, il faut qu'on trouve un autre moyen pour que nous arrivions à résoudre nos questions. Mais il faut y voir deux éléments. Il y a cet élément de radicalisation qui est d'un côté, mais il faut également y voir dans la crise anglophone un certain nombre d'acteurs, un des fragments qui demandent un meilleur accès à l'État. Et ce qui est tout à fait différent au niveau des mémorandats, parce que les mémorandats, c'est un certain nombre d'entrepreneurs politiques qui en réalité, sans avoir nécessairement reçu le mandat de la part de des membres de leur communauté, qui voient un certain nombre de choses et les montent en épingle et essayent de dire nous avons besoin de telle ou telle chose. Et dans cette chose-là... Mais il me semble que ce sont les élites de ces communautés-là. Donc, suffisamment représentées. Voilà, c'est ça, la communauté. Vous voulez dire que, par exemple, pour le LACAM, il y a eu une consultation à la base? Est-ce qu'il faut forcément une consultation à la base? C'est quoi la base? Puisque pour que vous en soyez mandaté comme élite, oui. Du peu que je connaisse le mandat, du peu que je connaisse en tant que dans l'histoire de la notion d'élite, oui. Du peu que je connaisse, on ne devient pas une élite d'une communauté s'il n'y a pas eu un certain nombre d'éléments à caractère socio-anthropologique qui vous en donnent le référentiel pour pouvoir parler ou non de la communauté. Donc, de mon point de vue, oui. Je pense qu'au niveau des mémorandats, il y a souvent un jeu de chaises musicales, oui. Où un certain nombre d'entrepreneurs politiques qui parfois, dans leur demande, leur demande de positionnement, qui se retrouvent éjectés du système à un moment donné, ont besoin d'un certain nombre de postes. Mais de mon point de vue, il ne faut pas mêler les deux. Il ne faut pas mêler les deux. Même si prendre la crise anglophone comme étant il me semble que sur cette question, ceux qui sont habilités à adresser un certain nombre de préoccupations collectives sont les élites, qu'on le veuille ou pas. À partir de ce moment, la question c'est de savoir est-ce que ces communautés s'y retrouvent. Si ces communautés s'y retrouvent, alors je pense que la minorité, quand bien même, l'élite, quand bien même elle serait minoritaire, elle parle au nom de la majorité silencieuse. Je vais aller à deux éléments quand même qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, remontons un peu le cours de l'histoire. Le Cameroun n'est pas né en 1982. Il est né longtemps avant. Il faut remonter à 1960, il faut remonter à 1884. En fait, le problème auquel nous faisons face découle au moins de deux indicateurs. Le premier, c'est d'abord les deux concepts. L'antériorité de la nation à l'État et non l'État à la nation. Parce que l'État est une imposition occidentale. C'est l'État importé que nous avons sur le territoire. Qui fait sens, bien sûr, professeur, qui fait sens et qui produit du sens également. Mais en même temps, alors cet État a été imposé, certes, mais en amont, il y a d'abord la nation. La nation, c'est qui? C'est vous, c'est moi. C'est le professeur Abbé, c'est par exemple le professeur Tinga. Ça, c'est la nation. Donc l'appartenance à une même communauté, vous appartenez à la nation camerounaise au moins. Est-ce qu'il y a une nation camerounaise? Si, il y a une nation camerounaise. Ce que nous vivons nous amène à relativiser. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de nation. Mais maintenant, la cristallisation, la cristallisation de la montée, notamment de la haine, de la colère dans les deux régions, en réalité, participe de manière claire et simple de la manipulation, en fait. Les élèves veulent aller à l'école.
On leur empêche d'aller à l'école. Qui empêche? C'est ceux qui souvent veulent accéder à des positions de pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Le monsieur Arbor Balan Congo, par exemple, on a retrouvé un enseignant qui gagne à peine 192 000. On a retrouvé dans son compte 19 500 000. Ça lui venait d'où? Ce n'était pas un crédit bancaire. Ça venait d'Afrique de l'Ouest, transitant par 3 banques, dont je préfère ne pas donner le nom sur votre antenne. Il y en a beaucoup. Donc, 8 acteurs majeurs du consortium avaient des fonds qui venaient de l'extérieur, avec pour finalité de déstabiliser notamment le système mis en place. C'est ça que les questions, en fait. Deuxième point maintenant, il y a aussi, dans la Constitution, c'est un peu un péché véniel en fait, parce qu'en fait, le législateur de 2008, enfin remontant à 96, du 18 janvier 96, a inscrit notamment une disposition qui semble un peu aujourd'hui faire problème. C'est l'article 1, alinéa 7. Les deux langues, le français et l'anglais, sont des langues d'égale valeur. Des langues d'égale. Ça laisse croire notamment à l'opinion en général, à savoir, dès qu'on a un francophone à côté, il faut y mettre un anglophone. Dès qu'on a un anglophone, on a un francophone. Maintenant, au niveau de l'arithmétique politique, ça pose aussi un problème. On a environ 23 millions de Camerounais. Combien d'anglophones sur 23 millions? À peine 5 millions 6. C'est ça que les questions. Mais néanmoins, à plusieurs niveaux de la société maintenant, on a une répartition qui ne tient même plus compte de cela. Vous avez 8 universités d'État, c'est le secteur qui est le mien en fait. Je pense bien. Oui, justement, cette perception, c'est cette perception de la question historique qu'on ne peut pas, c'est la question de la biculturalité, de la question de la biculturalité du oui, c'est vrai, c'est ça que je parle. Qui se joue au niveau de la zone anglophone. Oui, tout à fait. Faire l'amalgame avec les mémorandas, de mon point de vue, c'est mettre de l'huile aux poudres à ce moment-là, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il vaut mieux distinguer véritablement. Il n'y a pas d'amalgame. Enfin, je ne sais pas pour ce qui me concerne. Vous m'avez interrompu. Je voulais juste recentrer. Lorsqu'on a parlé des mémorandas, et puis on a parlé de la crise anglophone, en fait, c'est qu'il y a ce fait d'actualité en rapport avec la crise. C'est pour ça qu'on a ouvert avec ça. Mais la question mémoranda, c'était pour voir la question. Lorsqu'on a évoqué la question du Rwanda, c'est pour voir si cela ne peut pas être considéré comme un indicateur de ce que l'unité nationale aujourd'hui est un problème. Parce que, effectivement, les gens revendiquent, vous avez dit, des parts de gâteau. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la répartition des richesses. Et qui s'exprime justement à travers ces Rwanda-là. Mais maintenant, le sentiment qu'on a en vous écoutant, c'est qu'il y a un problème de casting. Est-ce que ceux qui portent la voix, effectivement, sont représentatifs ou pas? Enfin, ce débat-là, il peut être ouvert. Mais moi, la question que je pose, je reviens là-dessus. Bon, il y a des éléments que vous avez évoqués, peut-être sur lesquels on va pas revenir. Mais la question que je pose. Oui, Duval, vas-y. En 82, lorsque le président Biya prend le pouvoir, oui, la question de la construction nationale est un défi. Oui. Aujourd'hui, 35 ans après, le défi est-il moins important? C'est-à-dire, est-ce qu'on a avancé ou bien il est beaucoup plus grand? Ça dépend de quel côté on se trouve. Véritable stade des Pyrénées, erreur au-delà de Pascal. En fait, je vous ai dit, en fait, ça veut dire quand vous avez un chef d'entreprise qui est francophone, on attend voir son adjoint anglophone ou l'inverse. Mais les anglophones, enfin, du moins l'élite anglophone en réalité, celle qui est au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Notamment, Amaya partie avec ça. Parce qu'en fait, les gens réclament une équité politique. C'est ça qu'il est question. On réclame une équité. Ça veut dire que si nous avons 30 ministres, qu'on ait 15 anglophones et qu'on ait 15 francophones. On ne peut pas s'entendre sur ça, à partir au moins, notamment au niveau de la démographie politique également. On n'a pas le même nombre, le même chiffre, à tous les niveaux que ce soit. C'est pas possible à travers cela. De deux, maintenant, on a un chef de l'État qui a été investi du pouvoir de conduire notamment les rênes d'un pays. Et ce pays avance également en de très bons termes. Vous regardez l'évidence qu'en fait, même en regardant la structure de l'État en réalité, vous avez notamment un exécutif qui a un francophone chef de l'État et un chef de gouvernement. Et maintenant, depuis 25 ans, on a un premier chef de gouvernement. Bon, c'est le professeur Nyamding qui disait il y a quelque temps que dans le protocole des classes, lorsqu'on regarde, le premier anglophile apparaît en 4e ou en 5e position. Bon, je ne sais pas si c'est à ça que vous voulez faire allusion. Le professeur, c'est par rapport à cela. Vous ne pas c'est terminé. En tout cas, allez-y, professeur. Moi, je voulais vous relancer sur la question de... parce qu'il a parlé tout à l'heure de l'unité nationale et de la nation. Vous semblez ne pas être d'accord. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas parler d'unité nationale lorsqu'il n'y a même pas encore de nation? Absolument, mais avant de venir à votre question, je voulais dire que je suis un peu inquiet à entendre parler mon collègue membre du RDPC de réduire cette crise à une histoire de redistribution, de manipulation, de postes entre élites. C'est quand même faire fi, c'est presque porter atteinte à la dignité de ces milliers de nos concitoyens qui vivent dans leur chair les affres de tout ce qui se passe. La crise anglophone n'est pas seulement une affaire de redistribution des places et des postes d'extrapontins. Et je pense que si
c'est les conclusions. Si ce sont les conclusions que la mission envoyée là-bas a ramené à celui qui est censé après mettre tout cela en musique, il y a lieu d'être inquiet et se dire que on va vers des périls plus grands. La crise est profonde. C'est une crise, on l'a dit tous, une crise identitaire et davantage une crise de développement. Le développement a été complètement inégal depuis 82. Et en cela, au-delà de tout ce que le RDPC a essayé de bien faire, il a échoué dans sa capacité à apporter un développement, à défaut d'être équilibré, mais au moins un développement acceptable par un certain nombre. C'est de ça dont il est question. Question des infrastructures de base, l'accès aux services sociaux de base. Et l'unité, c'est d'abord un guichet que l'État vous offre en termes de services. Je me sens camerounais parce que l'État me protège au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de ma sécurité. Quand l'État a échoué dans tout cela, les symboles et le reste n'ont plus de sens. C'est périphérique. Monsieur Diva Tangwa. Monsieur Diva Tangwa. Pardon, excusez-moi, je parle à doctorat dans l'enseignement supérieur depuis près de 12 ans en fait. C'est-à-dire, en termes de redistribution, on parle de développement en réalité. C'est-à-dire, le nord-ouest et le sud-ouest, en réalité, le président de la République a donné la part léonine dans la répartition des établissements et des universités. Prenez le cas du nord-ouest. Le nord-ouest, à lui seul, a 3 facultés de médecine. Le sud n'en a pas une seule. Le nord-ouest a une université d'État. Je n'ai pas parlé de et 17 j'ai parlé de manière générale. Oui, non, on va y aller. Il n'y a pas une déséquilibre au niveau de l'attribution maintenant des répartitions. Parce que comme l'a dit un des fondateurs de l'université de Harvard en 1634, John Harvard, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous imaginez que l'enseignement coûte très cher, alors essayez l'ignorance. Quand on vous donne une université d'État, quand on vous donne une faculté de médecine, quand on vous en donne 2, 3, c'est-à-dire à Boya, à Bamenda et à Pumbo, 3 facs de médecine. À Ebolova, il n'y a rien. À Sama, il n'y a rien. Kribi ou encore la vallée d'une Thème, il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas une université en projet actuellement dans le sud. Quand le nord-ouest, on a déjà 3. Vous allez un tout petit peu. Donc, en termes de répartition... Mais docteur Biya, vous allez continuer. Mais cet aspect, vous avez pas l'enseignement supérieur. Oui. Si on revient, par exemple, au niveau de l'enseignement secondaire, ils vont certainement se demander, ça sert à quoi de construire toutes ces universités, donner tous ces lycées, si dans ces lycées, qui sont fréquentés par des anglophones, on envoie des enseignants francophones. Qui sont capacités par la formation, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent également à la langue. Des deux côtés, ça se fait. Et c'est justement la raison pour laquelle ils sont descendus dans la rue. C'est-à-dire, n'est-ce pas, en fait. Prenez un exemple tout simple. C'est-à-dire, combien passe le baccalauréat dans la région du Sud? Combien s'inscrivent à l'université? Combien le font également à Bamenda ou encore à Bamenda? Le ministre Atang a clairement dit, à savoir, il n'y a pas un problème de marginalisation des anglophones par rapport aux francophones. Fussent-ils plus nombreux que les autres en termes d'arithmétique électorale? Non, pas du tout. Okay. Maintenant, je crois qu'il faut au moins reconnaître un minimum, c'est que le RDPC, en 35 ans de régime, a beaucoup donné dans la région du Nord-Ouest et puis dans le Sud-Est. Il faut le reconnaître. Maintenant, c'est une contestation entre les élites, c'est une autre paire de manches. Afin des équipes avoir, il y a peut-être une mauvaise représentativité des élites, ça c'est un autre débat. Mais il faut intégrer une variable qui est très importante, c'est la manipulation des jeunes dans la rue. Qu'on envoie casser, ceux qui ont tué par exemple les 2 gendarmes hier à Bamenda, c'est des enfants de 18 ans. On les a identifiés. Les armes qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire le groupuscule avait moins de 23 ans. Des gens qui sont manipulés, instrumentalisés, pour pouvoir notamment remettre en cause l'ordre établi. Bon, alors, vous allez prendre la parole tout à l'heure dans quelques secondes pour votre conclusion, docteur Biya. Oui. Le temps de la parole au professeur Abbé sur cet aspect-là, avant de vous laisser conclure sur, par exemple, ce que vous pouvez considérer comme des solutions qui peuvent permettre de consolider l'unité nationale, puisque vous estimez que cette unité nationale est une réalité. Alors, professeur Abbé, sur la question, sur la question des memoranda, par exemple. Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'il ne faut pas faire de confusion entre ces éléments-là. Mais est-ce que cela traduit, je veux dire quoi, est-ce que ces memoranda-là sont la conséquence de la politique mise en place par le renouveau pour résoudre justement cette question-là à travers l'équilibre régional? Enfin, vous aimez plutôt parler de la politique des quotas, c'est l'expression que vous aimez le mieux. Est-ce que c'est justement pour résoudre ce problème-là que le régime du renouveau a mis en place ce système? Bon, peut-être qu'il doit être antérieur au régime du renouveau. Vous savez, le premier texte sur la politique des quotas que vous appelez équilibre régional date d'un peu avant l'arrivée de M. Biya au pouvoir, et puis quand il arrive en 82, il y a
un autre décret qui a été pris, et puis en 92 même il y a un autre texte qui a réaménagé ces dispositions-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, tel que la politique des quotas se déroule dans le contexte du Cameroun, c'est une grosse tricherie. C'est une grosse tricherie, c'est-à-dire c'est des élites politico-administratives qui entre elles jouent entre elles à recruter leurs propres enfants et autres, et si on ne prend que au niveau de l'accès au niveau des grandes écoles. Vous allez vous rendre compte que si on devait prendre, vous avez vu tout ce qui s'est déroulé ces temps derniers. Je ne vais pas parler des Lyricons et parler encore d'un certain nombre des grandes écoles qui ont été indexées sur ce plan-là. Ce dont on se rend compte, c'est que les élites politico-administratives utilisent cet élément-là pour dire nous, puisqu'il y a un problème de représentation, nous faisons en sorte que les nôtres soient présentes, et de cette manière-là, on se reproduit. Et c'est malheureusement cette instrumentalisation malheureuse de la politique de l'équilibre régional qui aujourd'hui peut être un des éléments. C'est-à-dire que probablement on a voulu résoudre un problème en faisant en sorte que l'ensemble des Camerounais soient véritablement présents dans la gestion de la chose publique, mais qu'aujourd'hui ça pose un problème. Et ça fait que au-delà de cet élément, on va également se rendre compte que le professeur Gabriel Lep parlait de cette politique de l'équilibre du triangle équilatéral qui s'est poursuivi sous le renouveau de cette façon-là. Mais ce que les populations disent aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces élites-là, nous ne semblons pas voir le retour dans nos ménages. Nous ne savons pas voir le retour dans nos vies quotidiennes. Et on ne ressent pas les effets de légitimité. C'est en réalité de cela qu'il est question. Ça fait que finalement, si les choses fonctionnaient d'une manière normale, on n'enregistrerait pas des mémorandas qui viendraient en arrière-plan. Plus que cette politique-là a continué à avoir libre cours dans la réalité de la gouvernance et des affaires d'intérêt commun. Alors, s'il vous plaît, professeur Nguélétou, quelques secondes. On va permettre au docteur Biya peut-être de dire rapidement un mot sur cette question d'équilibre régional, et ensuite peut-être de conclure sur les solutions qui peuvent permettre de construire davantage cette unité nationale, et puis recevoir sur ce plateau le professeur Samuel Efouambozo. Si je peux réagir. Bien sûr. Non, en fait, je vais simplement chuter sur une lecture très politique, très sérieuse. Nous sommes ici dans un jeu à somme nulle. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu en réalité. Ce qui est important pour nous, c'est la construction du vivre ensemble. Et l'image la plus intéressante, la plus pertinente que je puisse avoir ce soir, c'est celle de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Tu es différent de moi, cela ne me change pas. Car loin de me dépasser ou de me surpasser, tu m'enrichis. » L'anglophone enrichit le francophone et le francophone enrichit l'anglophone. C'est la nécessité de vivre ensemble au Cameroun en ce moment. Docteur Jean-Paul Bien, finalement, merci d'être venu sur le plateau de Centre Seul Débat. C'est la première fois qu'on vous recevait. Merci. On espère que vous serez très souvent présent. C'est un plaisir d'être assis à côté du professeur Nguélétou. On va évaluer il y a très peu de temps. Voilà. Infiniment merci, docteur Biya, d'être venu sur ce plateau. Il y a très bientôt. On va recevoir donc dans quelques secondes le professeur Samuel Efouambozo. Mais vous voulez prendre le professeur Nguélétou sur cet aspect-là. Il y a donc cette politique des quotas, pour reprendre l'expression, le concept du professeur Abbé, qui était présenté par certains comme une solution pour régler. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un tout petit peu dépassé? Alors, permettez-moi de remonter le cours de l'histoire pour dire que, en termes de modèle d'intégration politique, chaque État choisit le modèle qui lui semble à même de résoudre un certain nombre de défis auxquels il est confronté. Le Cameroun, notamment, a choisi dans les premières heures post-indépendance le modèle purement de républicanisme citoyen qui gommait carrément toute spécificité et procédait par assimilation. Et cette politique assimilationniste, effectivement, a produit un certain nombre d'effets, mais avec
des résultats à la clé, notamment la mise en place d'un mécanisme permettant d'intégrer toutes les composantes sociologiques de la nation, d'où la politique des quotas. Cette politique de quotas qui sera poursuivie par le président Paul Biya en 1982, avec cette fois-ci le terme équilibre régional. Et d'ailleurs, il parlera non plus d'unité nationale, mais plutôt d'intégration nationale. Comme, n'est-ce pas, un progrès sur la voie de l'unité nationale. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une situation où il y a resurgence de manière aiguë des particularismes qui ont été pendant longtemps refoulés. Donc on assiste à une sorte d'identité plurielle au Cameroun. Et d'ailleurs, cette identité a été reconnue et consacrée par la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, que je suis fier d'accueillir. Donc c'est pour vous dire effectivement qu'il n'y a pas de trajectoire linéaire dans le modèle de construction de l'unité nationale. Vous n'avez qu'à voir en France où pendant longtemps les termes tels que communautarisme, multiculturalisme ont été rejetés carrément. Mais ça n'a pas empêché à la France d'être sensible à un certain nombre de différences sociologiques, notamment par la nomination d'un préfet arabe et même de souche noire, vous le savez. Et voilà. Et les écoles, le grand débat sur la reconnaissance des cultures immigrées à travers la loi de 1974 sur le regroupement familial. C'est donc dire que ce n'est pas inscrit dans une logique de marbre. Cela évolue en fonction des conjonctures politiques. Alors, sur cette affaire, cette politique d'équilibre régional, professeur Atenga, pour certains, si au départ cela se comprenait, cela se justifiait, aujourd'hui, je veux dire quoi, soit 50 ans après les indépendances, l'indépendance du Cameroun, on ne devrait plus y être. Disons que la plupart des États d'Afrique francophone, en tout cas, ont évolué dans une espèce de déni de la question de l'ethnie. On n'a même pas pendant longtemps, on l'a pas pensé à l'université parce que c'était honteux. On a voulu fabriquer un citoyen de toutes pièces, oubliant qu'il vient d'abord de quelque part. En Afrique du Sud, vous voyez comment le pouvoir a été reparti. Donc aujourd'hui, on essaie de se rattraper au moment où il y a moins de ressources, beaucoup de population, et que les enjeux ne sont plus seulement internes. Il y a aussi les voisins, ce qu'on appelle la communauté internationale, etc. Donc ça devient aujourd'hui problématique. Mais on ne peut pas continuer à faire fi de l'ethnie. On est obligé de la penser et de l'intégrer dans notre manière de faire la politique. Ça a été un déni pendant près de 50 ans d'université africaine, d'Afrique francophone. On est obligé de se saisir de cette question aujourd'hui. Et en se saisissant de cette question, en fabriquant des réponses, ça va aider le politique à prendre de bonnes décisions, de mon point de vue. Alors, nous recevons donc sur ce plateau le professeur Samuel Fombozo. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes en politique, vous avez été secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun entre 1988 et 1992. Vous avez également été membre du Parlement camerounais entre 1997 et 2002. Et vous êtes historien puisque vous avez fait un doctorat d'État en histoire à l'université Yaoundé. La thèse c'était approche critique de la tutelle des Nations Unies sur le Cameroun sous l'administration française 1946-1960. Aujourd'hui, vous êtes membre de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est une commission qui a été mise en place par le chef d'État comme réponse, entre autres, à la crise qui sévit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest depuis pratiquement un an. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous êtes dans cette commission, par exemple, que vous avez déjà fait le bon diagnostic de la situation et que les réponses vont être données d'un moment à l'autre par rapport à cette question-là? Est-ce que le diagnostic a déjà été fait au niveau de la commission? Merci pour votre invitation. Je voudrais d'emblée dire que je ne suis pas de ceux qui sont très pressés. L'histoire se fait dans la durée. Et je constate malheureusement que les Camerounais sont toujours pressés. 50 ans dans la construction d'un État, c'est rien du tout. Là, je parle en historien. Et je suis très content de ce que mon collègue vient de dire par rapport à l'évolution des politiques d'intégration, d'unité nationale qui ont été appliquées par notre pays.
Et l'historien que je suis dirait, mais c'est tout à fait normal. Sans remonter à Mathusalem, je dirais, mais le Cameroun, c'est un conglomérat de tribus qui ont émigré, venant, n'est-ce pas, du Grand Nord. Et lorsque les Occidentaux arrivent et essaient de les sédentariser, ils sont encore en mouvement. Et lorsque ces Occidentaux créent nos États que nous avons aujourd'hui, il n'est que normal que ces États devenus indépendants essayent d'adopter des politiques qui concilient donc la diversité et maintenant l'obligation de vivre ensemble parce qu'ils se retrouvent dans un État au sens juridique, c'est-à-dire un territoire, une population et un gouvernement. Dans la réalité, il revient à cet État-là d'organiser ce vivre ensemble. Vous voulez qu'en 50 ans, on ait ce que d'autres pays ont élaboré à coups de siècle? Je dis non, l'historien que je suis, je me refuse d'aller à cette façon de voir les choses. Laissons le temps au temps. Et c'est tout à fait normal, tous ces soubresauts que nous vivons, cela participe justement de la dynamique d'un pays qui évolue. Les politiques d'hier ont peut-être montré leurs limites. C'est tout à fait normal qu'il y ait des réactions. Maintenant, il appartient aux gouvernants de rectifier le tir, de dire peut-être que les options faites hier n'étaient pas très appropriées. La preuve, c'est les réactions que nous recevons du peuple. Et quand maintenant, on peut rectifier le tir. Alors, quand vous arrivez, pour revenir à votre question, oui. Effectivement, lorsque la crise naît, en octobre dernier, il y a un certain nombre de revendications qui sont faites. Et le chef de l'État qui estime que les Camerounais ont perdu la voie qui était la leur au départ, c'est-à-dire qui vivent de plus en plus leur repli identitaire, parce que au début, quelqu'un l'a dit, c'est une question. Les États étaient indépendants, il fallait construire les États, il fallait les consolider. On a donc mis de côté un peu l'aspect ethnique, en privilégiant, n'est-ce pas, le vivre ensemble, l'unité nationale, le développement de ces États. Mais par la suite, nous l'avons connu, nous avons vu au Cameroun qu'il y a eu à un certain moment, à partir pourtant d'une politique noble, telle que l'équilibre régional, parce qu'il fallait quand même tenir de cette diversité. Mais on a vu qu'il y a eu comme une espèce de déviance, où l'équilibre régional s'est transformé en repli identitaire. Et c'est tout à fait normal, donc, la création de la commission pour le bilinguisme, pour revenir à votre question, ait été inspirée par le chef de l'État au moment où justement il y a cette crise qui naît. Pour le dire aux Camerounais, d'accord, nous sommes différents, mais nous devons continuer à vivre ensemble. Nous devons préserver ce que nous avons d'essentiel. Et qu'est-ce que nous avons d'essentiel? Nous avons d'essentiel le bilinguisme d'État, de langues officielles. On ne peut pas refaire l'histoire. Nous ne pouvons pas rejeter cela. Le Cameroun compte aujourd'hui 280 langues. Il est difficile de dire que nous allons instituer une langue officielle parmi les langues nationales. Ça viendra avec le temps, sûrement. Professeur, cela signifie donc qu'aujourd'hui, il faut revenir, il faut repenser ou peut-être carrément mettre de côté cette politique d'équilibre régional qui n'a pas produit des résultats. Il faut peut-être l'affiner. Mais je suis de ceux qui pensent que dans la diversité, dans l'unité, il faut tenir compte également de la diversité. Je suis de ceux qui pensent que, pour revenir sur une expression que les Camerounais aiment bien utiliser, c'est-à-dire le gâteau national, je suis de ceux qui pensent que toutes les régions du Cameroun aujourd'hui doivent avoir accès au gâteau national. Si on peut parler ainsi, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais je vous dis, doivent avoir accès aux responsabilités, doivent contribuer, n'est-ce pas, à l'édification d'un Cameroun riche et prospère. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose, l'équilibre régional. Pour ma part, il faut tout simplement l'affiner. Comment? Dans toutes les régions du Cameroun, vous allez prendre la parole tout à l'heure, professeur, pour expliquer comment on peut affiner davantage cet équilibre régional-là. Pour revenir à vous, professeur Claude Abbé, effectivement, vous dites que, bon, aujourd'hui, c'est un peu dépassé, il faut refaire autrement. Est-ce que vous pouvez repréciser davantage votre pensée en ce qui concerne justement, je veux dire,
je dis quoi, comment affiner cet équilibre régional-là de manière à ce que cela permette, en même temps que cela exprime les identités réelles, que l'unité nationale ne soit pas mise en mal? J'ai parlé, lorsque je disais que c'était une escroquerie, c'est que en réalité, lorsque vous regardez, vous, monsieur Fangwa, vous faites les études à Douala, au lycée Jos Oubel au Mongo, avec Efwa, avec Abé, avec Ngelietou, ou avec Amadjoda et avec Sali. Au moment où vous venez faire un examen pour un concours officiel, vous commencez à faire comme si ces gens qui sont venus faire leurs études avec Dika au lycée Jos et avaient étudié dans des conditions objectives que des gens qui ont étudié dans leur localité, alors qu'ils ont passé la majeure partie de leur temps dans d'autres conditions objectives. De mon point de vue, il y a là une grosse escroquerie. Il faut faire, si on veut faire en sorte que ces gens-là véritablement soient en compétition, qu'ils soumettent les gens qui ont effectivement étudié dans les mêmes conditions objectives, indépendamment de leurs origines primaires. Ça fait que finalement, on aura fait émerger l'individualité, on aura fait émerger l'universalité, on aura fait émerger le citoyen là au milieu, le citoyen camerounais, qui a une tâche, mais qui en réalité a effectivement évolué à un endroit. Ça fait que finalement, ce dont je parle, c'est qu'on aurait aujourd'hui, moi je vais même un peu plus loin que le doyen Efwa dit que les Camerounais vont un peu vite, mais il vaut mieux rêver. Il vaut mieux rêver pour construire véritablement une nation. Moi je vais même un peu plus loin que la citoyenneté multiculturelle. Il vaut mieux aujourd'hui que l'on aille vers ce que j'appelle une citoyenneté cosmopolitique. Qu'est-ce que j'entends par citoyenneté cosmopolitique? C'est-à-dire, c'est une citoyenneté qui se nourrit d'une pluralité irréductible. Irréductible, pourquoi? Parce que on a d'un côté le Bakweri qui peut revendiquer sa bakwéritude lorsque le besoin se fait sentir, qui peut revendiquer au même moment, parce qu'il serait d'origine, aurait pour première langue officielle l'anglais, qui peut revendiquer son anglophonitude à un moment donné, qui peut revendiquer aussi sa camerounitude d'abord au milieu de tout cela, et qui aurait peut-être vécu à Douala et qui peut se revendiquer comme étant quelqu'un de Douala sans que son identité de Camerounais ait un problème et sans qu'il y ait une incompatibilité entre tout ceci, puisque finalement c'est comme ça que nous vivons au quotidien. Beaucoup de personnes qui vivent à Douala, au moment où arrive un certain nombre de revendications identitaires, vont dans ce farfouillis-là et puis prennent l'une des identités selon les opportunités qui se présentent. De mon point de vue, aujourd'hui, peut-être il vaut mieux aller un peu plus loin que la dimension qui se donne à voir aujourd'hui, où on a une confiscation d'un certain nombre de positions de pouvoir par un certain nombre d'élites qui se reproduisent sous le fallacieux prétexte de l'équilibre régional. Alors, professeur Thomas Tenga, sur cet aspect-là, la question par exemple de l'équilibre régional, il y a le mouvement qui est fait par le professeur Abbé sur la manière d'affiner cet équilibre régional-là de manière à ce que cela soit plus efficient en termes d'équité, d'égalité dans la répartition du gâteau national. Est-ce que là-dedans, on ne risque pas de tuer ou bien de détruire le principe de la protection des minorités? Parce qu'il semble également que dans le souci de la préservation de l'unité nationale, il faut également tenir compte de ces minorités-là. Comment ça se fait, de votre point de vue? Je disais tout à l'heure qu'il y a eu pratiquement près de 40 ans de déni de la question identitaire.
Moi, je me souviens de mes années d'école primaire à l'école du plateau à Temengue. On nous apprenait un seul chef, un seul peuple, une seule nation. Il n'y a jamais eu un seul peuple. Il y avait peut-être un seul chef. Un peu comme sous la il y avait des peuples, mais on voulait nous faire croire qu'il y avait un seul peuple. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Et le constat est que nous prenions acte qu'il n'y a pas eu un seul peuple. Maintenant, comment on fait vivre ensemble les peuples dans leur identité, de manière à ce que chacun ait accès à ce que nous appelons, en guillemets tout à l'heure, le gâteau, en fait, qui est le bien-être, le développement, tout simplement. Donc, et ce n'est qu'en prenant acte de cela, peut-être autour d'un dialogue, on ne sait pas quelle forme sera donnée par celui qui, pour le moment, met tout cela en acte, mais il faut qu'on prenne acte. Que le citoyen qu'on a voulu préfabriquer, qu'il soit de tous les noms qu'on lui donne, il est d'abord de quelque part. Et c'est justement cela le multiculturalisme. Le multiculturalisme part justement de ce constat de la pluralité, n'est-ce pas, des cultures, mais qui doivent vivre ensemble, qui doivent cohabiter. Alors, il faudrait peut-être que je le dise aujourd'hui, parce que quand les gens parlent de multiculturalisme, il s'agit que les gouvernants maintenant définissent des programmes publics capables donc de permettre que cette pluralité de cultures s'intègre. Et c'est ça le rôle de la commission dont vous parlez. C'est-à-dire, nous sommes une force de proposition. Nous proposons sur l'État, dans ce domaine, qu'est-ce que nous pensons pouvoir être bien comme programme public pour permettre que la diversité culturelle ne soit pas un frein, n'est-ce pas, à l'unité et à l'intégration nationale. Oui, le professeur Guileke voulait prendre la parole. Je voulais prendre la parole pour dire que la Constitution, d'ailleurs, règle ce problème de multi-appartenance et de multiculturalité. Parce que quand vous prenez la Constitution camerounaise de 1996, dès le dispositif préambulaire, il est écrit « Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale. » L'esprit camerounais. C'est ça. Élément de sa personnalité nationale, et conscient de l'impérieuse nécessité de parfaire cette unité, proclame solennellement qu'elle constitue une seule et même nation. Ça veut dire qu'en fait, le principe de l'unité est déjà élaboré, d'une part, en même temps que cette unité est perméable à la différence en termes de diversité. Maintenant, le défi majeur, c'est celui... Professeur, ça c'est dans la Constitution. D'accord. Maintenant, sur le terrain, avec les réalités qu'on observe. Justement, les mécanismes de mise en œuvre, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Et justement, l'instrument qui a été élaboré, notamment la politique des quotas, la politique de l'intégration de l'équilibre régional, c'est des instruments perfectibles. Exact. Qui ont produit un certain nombre de résultats qui aujourd'hui, n'est-ce pas, révèle déjà un certain nombre de limites. Limites, tout à fait. Qu'il faut voir dans quelle mesure, soit remplacer, soit, n'est-ce pas, l'améliorer en tenant compte des nouvelles exigences qui se posent. Parce que quoi qu'on dise, si l'on était amené à faire le bilan, on constaterait effectivement qu'il y a eu un certain nombre d'inégalités. Ce sont ces inégalités qu'il faut réparer et voir dans quelle mesure prévenir. Donc, à partir de ce moment, je pense que ce soit au Cameroun ou ailleurs, d'ailleurs vous aurez la politique d'accommodation, la politique melting pot, la politique, bref, des castes un peu partout. Chaque État pense son modèle d'intégration et c'est un modèle d'intégration qui varie en fonction des conjonctures. Donc je pense que la commission qui a été mise en place a pour maître mot d'ailleurs de s'y pencher, de voir dans quelle mesure on peut trouver un mécanisme plus juste, plus efficient. Professeur Abbé, sur cette question justement, bon, peut-être on ne va pas revenir sur la polémique en rapport avec la mise en place de cette commission, mais beaucoup ont estimé, puisqu'on est là dans la partie solution, qu'il faut proposer dans le sens d'améliorer ce vivre ensemble là et construire la nation. Beaucoup ont estimé qu'à la place de cette commission qu'on a créée, on devait tout simplement accélérer la décentralisation.
L'existence de la commission n'est pas incompatible avec l'accélération de la décentralisation. Oui, parce que pour certains, c'était une institution de plus, et pour d'autres même une institution de trop, alors que les solutions... Tout dépend de ce qu'on met comme contenu dans la commission. Si c'est... Vous voyez, ce qui est gênant au niveau de la commission, c'est qu'elle a été créée sous le modèle d'une autre commission, dont on connaît aujourd'hui les résultats, à savoir la CONAC, c'est-à-dire sans véritablement un certain pouvoir pour arriver à mettre en œuvre, à impulser des choses qui ont une emprise pour transformer qualitativement le quotidien. Et puisque cette commission, justement, dans un article 3, on voit sous l'autorité du président de la République, la commission est chargée. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que si vous regardez le modèle juridique derrière la création de la Commission nationale pour le bilinguisme, c'est exactement le même modèle juridique que la CONAC. Et j'ai bien peur que, vraiment peut-être ici, je suis quelqu'un qui va un peu trop loin, ou qui rêve un peu trop rapidement, et qui fait un certain nombre de regrets rapidement, mais je dis, quand on regarde le modèle juridique et qu'on voit que ce modèle juridique-là a servi ailleurs, et que la Constitution, la corruption, elle continue de se porter très très bien dans le contexte qui est le nôtre, j'ai bien peur que malgré la bonne volonté, la bonne envie des membres de cette commission, si ce modèle ne lui permet pas en réalité d'avoir une emprise sur la réalité, que ce soit ce que j'ai coutume d'appeler un néologisme que j'ai appelé, que le mode de gouvernance au Cameroun m'a permis de fabriquer, à savoir la gesticulation institutionnelle, qui est cet art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place, c'est-à-dire face à un problème réel, on multiplie un certain nombre d'institutions, mais le problème lui-même, il ne se porte jamais mieux qu'avant la création de ces institutions-là. Donc, de mon point de vue, il me semble que s'il y a véritablement un travail qui est fait, un travail d'évaluation d'abord de tout ce qui a jusqu'ici été fait. Je vais vous prendre par exemple, pour être concret, si vous prenez le texte, le code électoral d'avril 2012, vous vous rendez compte qu'il y a dans les divers éléments qui imposent dans les circonscriptions électorales non seulement la question du genre, mais aussi la question de la composante sociologique. Oui. On voit bien là que on a voulu résoudre la question de la cohabitation multiculturelle. Mais vous vous rendez compte qu'en donnant justement à des communautés, en reconnaissant des droits culturels, il y a l'oubli du fait que ces droits culturels eux-mêmes ne répondent pas, ne répondent pas à la question de la démocratie. Parce qu'à l'intérieur de que vous reconnaissez la question, vous reconnaissez des droits culturels à une communauté, vous n'avez pas fini de résoudre les problèmes de cadets et d'aînés social à l'intérieur de cette communauté-là. Que à coup sûr, s'il y a un représentant qu'on puisse choisir à l'intérieur de cette communauté-là pour représenter, évidemment vous me direz que à ce niveau-là, ce texte-là prévoit également un élément pour le genre. Vous vous rendrez également compte que automatiquement, pour les jeunes qui restent des cadets sociaux, ça va être un problème auquel il va falloir, de mon point de vue, résoudre. C'est pourquoi j'estime, de mon point de vue, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être aujourd'hui, il y a du grand nombre en termes d'évaluation, qui peuvent être remis à jour pour effectivement rendre cette commission-là, donner du travail à cette commission pour que
le vivre ensemble soit effectivement mise sur orbite dans le contexte qui est le nôtre. Professeur Tenga, c'est vrai qu'il y a une expression que vous avez utilisée qui a retenu notre attention s'agissant lorsqu'on demande de faire des propositions de solutions. Vous dites qu'il n'y a pas de prêt à porter, quoi, préfabriqué. Alors, s'agissant de ces solutions qu'il faut envisager de façon concrète pour consolider ce vivre ensemble et cette unité nationale-là, comment on y va? Enfin, est-ce que les meilleurs leviers sont, de votre point de vue, fondamentalement politiques? Évidemment, tout à l'heure, le professeur, il faut rappeler que nous sommes un jeune État. Et donc, comme jeune État qui se construit, on doit aussi s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs, qui a bien marché ailleurs. Et un auteur, Benjamin Constant, a théorisé qu'on ne peut pas penser l'unité d'un pays, d'un peuple, en se refusant de se poser la question du bon gouvernement pour maintenir cette unité, et surtout dans le temps long. Et une des questions, en plus de la forme de l'État, c'est la question du bon gouvernement, c'est-à-dire de la morale politique qui sera la matrice qui met ce gouvernement au travail. Et je crois que j'en reviens, celui qui a les leviers pour décider doit se poser ces questions aujourd'hui. On ne peut pas évacuer la question de la forme de l'État et puis la question du bon gouvernement pour garantir les intérêts de tous. Sur la question avant la question du bon gouvernement, quand vous parlez de la forme de l'État, justement, il y a ce débat qui, à un moment donné, dans l'opinion, a eu l'impression on a eu l'impression pour certains que c'est un faux débat. Est-ce qu'il faut, de votre point de vue, mener une réflexion profonde sur la forme de l'État, par exemple le retour au fédéralisme? Personnellement, je crois que ce n'est pas des sujets tabous au stade où nous sommes rendus, parce que la décentralisation, c'est une forme de l'État, comme le fédéralisme. Je ne sais pas pourquoi on dit forme de l'État, les gens voient tout de suite deux États qui... Non, la division. Beaucoup considèrent le fédéralisme comme étant une division. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois qu'au stade où nous sommes rendus, si nous voulons sortir de cette chienlit, comme dirait quelqu'un, aucune question ne doit être tabou. Je suis d'avis avec vous, vraiment. Aucune question ne doit être tabou, y compris celle de la forme de l'État et du bon gouvernement pour... Je suis d'avis avec cela. Professeur Samuel Fombozo, sur cette question de la forme de l'État, je veux dire, quel est votre avis? Puisqu'effectivement, vous avez reconnu vous-même, en tant qu'historien, que, en faisant l'analyse sur la trajectoire historique, vous avez remarqué que on s'est rendu compte que il fallait absolument faire revivre le multiculturalisme, et donc on a commencé à revenir sur ce qu'on avait pratiquement abandonné. On peut faire la même chose pour ce qui concerne la forme de l'État. On a été un État république fédéral en 1961. Aujourd'hui, la question de la forme de l'État se pose. Est-ce qu'on ne peut pas faire machine arrière comme les autres proposent pour justement, si ça peut être une solution à la résolution réelle de cette crise-là? À ce qui me concerne, ça c'est vraiment mon point de vue personnel, pas comme membre de la commission pour la promotion du bilinguisme. Je voudrais dire tout simplement que revenir sur la forme de l'État, alors qu'on n'a même pas encore fini, on n'a pas d'épuiser la forme de l'État actuel, ça me semble quand même aller vite en besogne. Moi je suis d'accord, je serais d'accord qu'on termine. Parce que nos pères fondateurs de cette constitution de 96 ont quand même posé un projet de société en faisant de la décentralisation, n'est-ce pas, un des éléments clés. Épuisons d'abord de voir ce que ça fait en ouvrant, en étendant, n'est-ce pas, la décentralisation. À ce moment-là, on pourrait venir. Parce que s'il fallait revenir au fédéralisme, moi je dirais non, je ne reviendrai pas au fédéralisme linguistique. Ah ben oui. Les universitaires sont là. Ils ont divisé le Cameroun, parlant justement de multiculturalisme, en 4 grandes aires. À ce moment, je dirais oui au fédéralisme, mais pas au fédéralisme linguistique, parce qu'effectivement, nous constatons malheureusement que c'est ce repli identitaire linguistique. Fédéralisme linguistique, ça veut dire les États. Oui. Bon, certains proposaient 4 États. Je dis, par exemple, est-ce que nous sommes sûrs que à la place de 2, 4, ça va mieux marcher?
Je ne suis pas très sûr. On est sûr de rien, professeur, puisque même On n'est jamais sûr de rien. jusqu'ici. C'est pour ça que voilà, je ça dis va qu'il marcher. vaut mieux épuiser ce qu'on a démarré. Et qui consiste, je suis de ceux qui pensent qu'il faille effectivement pousser plus loin la décentralisation dans un premier temps, avant de voir si effectivement ça ne marche pas. Et je crois que, personnellement, je crois que avec un État beaucoup plus décentralisé qu'aujourd'hui, les choses peuvent aller mieux. Je le dis parce que il faut le reconnaître. Tout n'est pas parfait. Quand je prends un peu le texte sur la décentralisation, il faut le revoir, on peut l'améliorer. Parce que je suis tout à fait d'accord avec les collectivités locales décentralisées aujourd'hui qui semblent étouffées devant la toute-puissance, n'est-ce pas, de certaines autorités administratives. Ouais. Parce qu'on ne peut pas penser qu'au moment où on parle de la démocratie, qu'un conseil municipal, un conseil régional élu prenne une délibération, une décision, et qu'une autorité administrative, sans raison valable, puisse réfléchir mieux que 35 bons hommes réunis. Là, il y a une imperfection. Donc, on peut améliorer. Et je pense, pour ma part, que c'est de ça qu'il s'agit dans un premier temps. Maintenant, on pourra revenir si, après un certain temps, cet État vraiment décentralisé ne marche pas. Alors, on pourra revenir. Mais, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le fédéralisme, en 2017 ou 2018, c'est le fédéralisme linguistique. Professeur Guédétou, sur cet aspect-là, quels sont pour vous les meilleurs leviers? Est-ce qu'il s'agit d'alternance politique? Le professeur Atenga l'a dit en ces mots, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. J'ai parlé du bon gouvernement. Bon, en tout cas, professeur Atenga a parlé du bon gouvernement, moi j'ai entendu alternance politique. Je n'ai pas parlé du bon régime, j'ai parlé du bon gouvernement. Ah d'accord, ok, Voilà, mais c'est ça la nuance, ok. Est-ce que c'est l'accélération de la décentralisation ou le retour au fédéralisme, de votre point de vue? Alors, merci. De mon point de vue, il s'agit de mettre véritablement en place tous les mécanismes prévus par cette politique de décentralisation. Parce que, au-delà même de la forme de l'État, ce qui est important ici, c'est le contenu. C'est ce qu'on y met dans le cadre de la définition des différentes formes, n'est-ce pas, qu'on peut donner à l'État. Et je pense que la Constitution de 1996 est suffisamment claire et a prévu un certain nombre de mécanismes qui, malheureusement, jusqu'à présent, ne sont pas mis en œuvre, ou tout au moins le sont dans une proportion très très marginale. Et d'ailleurs, quand on essaie de parcourir ces textes, notamment les lois sur la décentralisation de 2004 et autres, on constate qu'il y a une notion perverse qui a été introduite dans ces lois, la tutelle administrative. Mais qu'est-ce que c'est cette notion? Il me semble qu'un séminaire pédagogique doit être organisé dans le cadre d'une explication réelle et d'une appropriation effective de cette notion de tutelle. La tutelle veut dire une sorte de décentrement du pouvoir au profit des autorités déconcentrées ou tout simplement une autonomie effectivement reconnue à travers les élections. Autrement dit, est-ce que le En réalité, on a le sentiment que c'est une double administration, carrément. En effet, en effet. Et donc ça pose problème. Et ça crée une sorte de confusion sémantique au point où même les autorités instrumentalisent à souhait cette disposition-là pour bloquer un certain nombre de résolutions du Conseil municipal. Alors qu'en fait, je pense que la tutelle devrait s'inscrire dans une perspective de régulation et de facilitation. Exactement. Et de contrôle a posteriori. Non a priori. Mais ce n'est pas le cas quand on essaie de voir ce qui se passe sur le terrain. Et donc, il faut revenir. Donc cela veut dire que ce qu'on observe déjà au niveau, par exemple, des communes, avec les maires qui ont besoin d'avoir entre griffes l'aval ou la signature de l'autorité administrative, on risque d'avoir la même situation demain lorsqu'on va mettre en place les régions. Puisque de toute évidence, les conseils, à côté du président du conseil régional, il y a l'autorité administrative. Et donc voilà une disposition qui n'a même pas encore été appliquée, mais qui fait déjà problème pour ceux qui tout. Cela veut dire peut-être que finalement cette constitution de 96 n'était pas aussi bonne que ça. Elle n'était pas aussi bonne que ça, je ne dirais pas ainsi. Je pense que
c'est en mettant en œuvre les textes qu'on découvre les limites et les propriétés de ces textes-là. C'est pour cela qu'on parle de réforme, n'est-ce pas? Donc, chaque texte est éligible à la réforme. Exact. Concernant celui donc le texte de 1996 sur la décentralisation, je pense que le mérite serait de le mettre d'abord en œuvre et de voir les différentes faiblesses pour corriger au fur et à mesure. Mais le plus important déjà, c'est que les lois d'orientation de 2004 soient opérationnalisées sur le terrain. Alors, professeur Abbé, vous êtes de ceux qui estiment qu'effectivement... Non, je ris en réalité parce que mon collègue Nguelietou, j'essaye de le comprendre. Le Cameroun n'a pas inventé la décentralisation. Du moins sous la forme telle qu'on veut la donner à voir. Elle existe dans beaucoup d'autres pays. On peut voir ce que fait par exemple la Suisse avec ses cantons. On peut même rentrer dans nos sociétés traditionnelles pour voir comment nos sociétés traditionnelles au niveau des systèmes politiques étaient gérés de ce point de vue-là. Ce qui signifie qu'on n'aurait même pas attendu de mettre en œuvre avant de constater. Il faut reconnaître que le dispositif, avant même d'avoir été mis en œuvre totalement, il faut reconnaître que ce dispositif est il y a un élément, j'allais dire, il y a une volonté de l'État central de ne pas véritablement lâcher du lest dans la mise en œuvre de cette décentralisation à la camerounaise, si vous me permettez de le dire ainsi. Il faut véritablement pas avoir à prendre des pincettes lorsqu'on est en face d'une situation comme celle-ci qui en réalité peut poser un problème dans l'avenir. Pour nous autres universitaires, le peuple peut avoir à nous regarder, à nous montrer du doigt en disant mais nous vous avons envoyé à l'école pour regarder ces questions. Il faut pouvoir le dire, de mon point de vue. Vous avez dans une récente interview indiqué que on ne peut pas, je veux dire, la configuration sociale, je veux dire sociologique du Cameroun est telle qu'il est difficile d'envisager une vraie unité nationale au regard du caractère composite. D'abord, vous avez indiqué qu'il n'y a pas deux blocs homogènes, un bloc francophone, en tout cas un État francophone, un État anglophone, comme certains ont semblé le faire passer, et que même à l'intérieur... Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir une unité nationale. Je voudrais tout simplement dire que de la même manière que le professeur Ifoua parle de la difficulté d'avoir j'allais dire un fédéralisme à caractère linguistique. Moi aussi, je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Les arguments sont tout à fait simples. Quand vous regardez sur le plan sociologique déjà, j'imagine mal le sud-ouest et le nord-ouest ensemble dans un même État. Je vous le dis, sur le plan sociologique. Sur le plan sociologique, le sud-ouest a davantage beaucoup de choses à voir avec une partie du sud et le littoral. Ils ont beaucoup de choses ensemble. Sur le plan même des rapports entre les deux régions, quand vous regardez l'histoire récente, c'est-à-dire en rentrant peut-être 20 ou 30 ans en arrière, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours eu des rivalités très fortes qui ont fait en sorte que, en réalité, on a toujours eu un sud-ouest qui est à part et un nord-ouest qui est à part. Donc, ceux qui parlent du Cameroun anglophone comme quelque chose d'homogène font, de mon point de vue, une énorme erreur. Mais à ce moment-là, ça risque d'être assez difficile, compliqué, je veux dire, d'expérimenter une forme d'organisation politique administrative qui permette, si ce n'est pas la décentralisation, qu'effectivement tout cela soit une réalité. Il pourrait y avoir la décentralisation comme il pourrait y avoir le fédéralisme, mais qui ne soit pas nécessairement sur la base linguistique.
Professeur Fouan, sur ça, vous voulez réagir? Je voulais juste apporter un bémol en disant que, à l'échelle du monde, il n'existe aucune société qui soit culturellement homogène. Oui, tout à fait. Aucune société, parce qu'il ne faut pas invoquer l'argument d'homogénéité pour dire que, en l'absence d'une telle homogénéité, il ne peut pas avoir rassemblement. Non. Même au niveau du Cameroun, il n'y a pas homogénéité. Mais on construit cette homogénéité à travers la mise en place d'un certain nombre de mythes unificateurs. Quand on parle de la nation suisse, qu'est-ce qui fait son unité? C'est la somme des différences des composants sociologiques qui fait effectivement l'unité de la Suisse. À partir de ce moment, il faut comprendre que l'unité nationale, c'est d'abord un construit, un plébiscite de tous les jours. Donc ce n'est pas tant l'homogénéité que cet idéal unitaire de construire l'homogénéité. Même si on a la certitude de ne pas y parvenir, on y croit tout de même. Mon argument repose au niveau de la configuration actuelle, où certains revendiquent effectivement le fédéralisme sur la base linguistique. Et c'était un argument lié à cette conjoncture sociopolitique actuelle. Il ne s'agissait pas de dire que l'on ne peut pas mettre ensemble, on le sait, la mise ensemble et le vivre ensemble entre les individus, c'est une question de processus. Alors, Joseph, deux éléments peut-être dans votre analyse. D'abord sur la création ou vos attributions de membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, tel que cela a été mis en place, je reprends là pratiquement les mots du professeur Abbé, on risque de ne pas avoir de solution idoine à la question parce que pratiquement vous allez avec... Justement, je voulais rassurer le professeur pour lui dire que je comprends ses appréhensions, mais je lui dirais également que comparaison n'est pas toujours raison. C'est pas parce que la CONAC, à son point de vue, a échoué. Je ne suis pas sûr qu'il faille craindre que la commission pour la promotion du bilinguisme... C'est pas la CONAC elle-même qui a échoué, c'est le modèle juridique. Oui, le modèle juridique est le même. Je trouve que c'est le même modèle juridique. Tout simplement parce que ces deux organes sont placés sous la tutelle du président de la République. Alors, ce n'est pas un problème. C'est le problème que nous posons tous. Nous parlons de décentralisation. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, une commission, fût-elle nationale, peut avoir la mainmise sur les populations en matière de décision? C'est pas possible, tel que nous fonctionnons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement, professeur? Mais bien sûr. On ne peut pas faire autrement. On nous aurait mis sous la tutelle de quelqu'un d'autre, du ministre des Arts et de la Culture, mais on aurait quand même une tutelle. Et c'est eux qui travaillent sur le terrain. Nous, on ne travaille pas sur le terrain. Je l'ai dit, nous sommes une force de proposition. Il s'agit quand même, à un moment, de voir que les Camerounais se replient sur eux-mêmes. Il y a ce mouvement d'irrédentisme accéléré, appuyé, qui fait quand même peur. Alors, on rappelle aux uns et aux autres que, mais écoutez, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Sauf si vous voulez détruire le Cameroun et créer plusieurs États. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vois mal le Cameroun éclater en plusieurs États. Ça, c'est de mon point de vue. Donc, il reste à trouver donc des solutions pour le vivre ensemble, pour un meilleur vivre ensemble. Et il me semble justement que la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée à un moment précis. Au moment où justement ces replis identitaires revenaient de plus en plus en surface. Il s'agit pour la Commission de faire des propositions concrètes sur le bilinguisme à la fois institutionnel et personnel. L'autre jour, nous avons effectué, n'est-ce pas, des missions auprès des ministères. Le bilinguisme institutionnel, il a fort bien rappelé, c'est ce qui est prévu par la Constitution, c'est ce qui est prévu par les différentes circulaires du Premier ministre.
ainsi de suite. Mais est-ce que cela est réellement appliqué? On se rend compte, je ne veux pas dévoiler ici de secrets, mais, et tous les Camerounais l'observent, quand vous passez devant un ministère de X, en français en gros caractères et en anglais, ce n'est plus le bilinguisme institutionnel qui fait les deux langues officielles d'égale valeur. Donc, ça c'est des choses élémentaires que nous avons fini par oublier et qui créent donc le malaise dont certains parlaient tantôt. C'est-à-dire ceux qui se réclament par exemple anglophones estiment que le fait de mettre l'anglophone en petit caractère, c'est le mépris, la non-considération. Mais on parle des entêtes, on parle des petits problèmes, ce sont les petites rivières qui finalement font des grands fleuves. Exact. Donc c'est pour dire effectivement que cette commission, qui est une force de proposition, ne peut pas pour le moment agir directement autonome sur le terrain, parce que d'abord les moyens n'en ont pas, et ensuite nous travaillons, n'est-ce pas, pendant que en même temps ça court dans les deux régions, vous dire, pendant que vous attendiez, non, notre rôle, nous ne sommes pas un organe de médiation. Il faudrait que je le dise clairement ici. Pourtant, on a l'impression que ça... Il y a une disposition, certes, dans le texte, oui, qui parle de médiation, qui dit la capacité de médiation. Que nous avons cette capacité, mais il y a une condition qu'on nous confie ce rôle. Mais nous ne pouvons pas de notre propre chef dire, ok, comme il y a le désordre dans le nord-ouest, vous y allez. Nous y allons. Vous attendez le là, nous, chef de l'État. Comme médiateur. Mais nous pouvons y aller pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui permet justement le mieux vivre ensemble. Peut-être ne pas y aller pour la médiation, mais peut-être y aller pour voir, je voudrais donc vous rassurer et collecter un certain nombre d'informations. Vous savez, on dit généralement qui va aller loin ménage sa monture. Voilà un organe concret, certes dans des conditions que nous connaissons tous, parce qu'il faut le reconnaître, ça a été créé au moment où justement il y avait cette crise.
Et beaucoup de gens ont pensé que la commission avait été créée pour résoudre le problème anglophone. Non. D'une certaine façon, dans le cadre de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, gage. Mais c'est l'impression qu'on a eue, hein. Oui, c'est une impression. Quand le président de la République fait son discours de fin d'année, il dit bientôt on va mettre en place une structure et le 23 janvier effectivement je crée la structure et donc on fait le lien entre le discours du chef d'État mais voilà un politiste, voilà un autre, voilà un sociologue. Entre ce qu'on déclare et les textes qui est créé, il faut quand même faire. Oui, mais attendez. Oui, parce que c'est ça l'erreur à ne pas commettre, parce que beaucoup de gens ont voulu nous voir sur le terrain en train d'aller régler le problème. D'ailleurs, on vous a annoncé dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons cru, nous-mêmes au départ, que nous pouvions le faire. Nous avons cru au départ que nous pouvions le faire. Mais Dieu merci, on a été rattrapé par la réalité. Alors, puisque on nous a renvoyé au texte. Donc, je voulais vous rassurer et dire que si on n'est pas vite descendu sur le train, c'est parce qu'on voulait tout simplement mélanger notre monture. Voilà une commission qui a été créée et qui n'avait pas de règlement intérieur, qui n'avait pas de règles de procédure. Il a fallu réfléchir sur tout cela. Il a fallu élaborer un plan d'action. Ça va prendre combien de temps, professeur? Ça a été fait. 3 ans. Je voudrais vous rassurer. Okay. Ça a été fait. C'est pour dire que nous avons travaillé très vite. La preuve, la tutelle a validé notre règlement intérieur, nos règles de procédure, notre plan d'action. Peut-être c'est justement vous permettre d'aller nous plus vite sommes encore. En train d'entamer le plan d'action. Et c'est pourquoi vous nous voyez déjà sur le terrain. D'accord. Alors, professeur Tenga, on est pratiquement S'il vous plaît, oui. en train de sortir de l'émission. Il y a encore là. Ah oui, bien sûr. On est en train de sortir de l'émission. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le sillage des mesures qui sont envisagées, qui sont initiées, penser par exemple à des actes forts? Il semble que au Cameroun, on aime également des choses fortes. Les médias aiment les médias. Oui, c'est ça, le média est très bien. Voilà. Il y a le docteur Noubisson, que vous devez très bien connaître, qui est enseignant à l'université de Douala, qui soutenait que l'unité nationale au Cameroun est même déjà dévoyée du fait qu'il existe 2 hymnes nationaux. Le professeur Mozo sait très bien de quoi je parle d'ailleurs. Alors, est-ce que je prends 2 symboles, hein, j'imagine, on fait un peu de science-fiction là. Par exemple, j'ai failli d'une autre commission pour travailler sur les hymnes nationaux et harmonisés. Je dis n'importe quoi, professeur Mozo. Une autre commission encore peut-être pour réfléchir sur une nouvelle date pour la célébration de l'unité nationale. Enfin, je sais pas. On fait la science-fiction là, professeur Tenga. Si on a politique fiction, peut-être pas. Mais moi, je veux dire que ce qui me surprend, hein, ça c'est vraiment mon analyse de ce citoyen, c'est que depuis que cette crise est prise en main, y compris au plus haut sommet de l'État, au travers du discours des commissions et tout, ça reste encore une affaire d'élite. Or, nous parlons là quand même des questions qui touchent, tant pour moi, l'ensemble des Camerounais. Il y a beaucoup de questions que nous évoquons là, la forme de l'État, qui sont de type référendaire. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici, docteur en ceci et cela, parler ou non. Bon, ils ont été mobilisés le 1er octobre pour aller. On ne doit pas seulement les mobiliser quand il s'agit, on doit aussi leur demander leur avis. La question de la forme de l'État, elle est de type référendaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ce serait une mesure forte, par contre, d'organiser un référendum autour d'un certain nombre de questions que vous évoquez là, pour que chaque Camerounais dise de quelle forme de l'État il a besoin, est-ce qu'il faut des hymnes, etc. Ça, sur 3 ou 4 questions. Dans n'importe quel État, on aurait pu le faire. Ça coûterait moins cher que... j'ai rien contre la commission de mon ancien doyen, mais ça coûterait peut-être moins cher que ce que cette commission va nous prendre sur 5 ans. D'interroger directement les Camerounais sur un certain nombre de questionnements. Pour moi, ce serait peut-être une mesure forte. Organiser un référendum autour d'un certain nombre de points qui sont ici en jeu depuis le déclenchement de cette crise. Sur cette affaire-là, professeur Ngueletou, on sort de l'émission peut-être en même temps conclure. Non, je veux dire sur la question des mesures qui pourraient être envisagées par l'État pour marquer les esprits et peut-être donner un certain nombre de signaux. On a vu récemment, lorsque le chef d'État a décidé qu'on libère un certain nombre de leaders, ça a été accueilli, certes avec... pour certains avec beaucoup d'enthousiasme, pour d'autres un peu moins, mais au moins, enfin nous dans la presse, on en était intéressés.
Oui, parmi les mesures à prendre, de plus en plus, les voix s'élèvent pour parler du dialogue. Du dialogue national, de la mise en place d'une plateforme permettant effectivement d'écouter toutes les parties, n'est-ce pas, prenantes à cette situation fort inquiétante. Et je pense que en creusant davantage ce sillon, un dialogue franc, sincère et inclusif permettrait effectivement qu'on puisse trouver déjà des pistes de solutions dans le cadre de la résorption définitive de ce conflit. Étant entendu qu'ici, il va falloir non seulement identifier les différentes parties prenantes, mais aussi il va falloir faire preuve de bonne volonté, tant pour l'ordre gouvernant que pour ceux-là qui répondent au nom des deux parties en crise. Oui, c'est-à-dire qu'il faut régler le problème de casting. Parce que pour certains, c'est un problème réel qui s'est posé depuis qu'on essaye de trouver des solutions pour régler cette crise-là. En effet, oui, d'autant plus que de plus en plus on a affaire à une sorte de force diffuse qui se donne à voir à travers des actes isolés posés ça et là, mais en fait en termes de capacité de mobilisation pour servir d'interlocuteur, on n'a plus personne en face et c'est là où toute la difficulté se pose actuellement. Donc l'ordre gouvernant travaillerait à produire effectivement ces interlocuteurs pour qu'enfin on puisse trouver une porte de sortie honorable. Professeur Abbé, pour sortir de l'émission, il y a eu cette nouvelle mission envoyée par le président de la République qui cette fois allait être constituée, dit-on, des élites, qui devaient échanger avec les populations pour faire des propositions allant dans le sens du règlement de cette crise-là. Avant cette mission des élites, il y a eu d'autres missions même qui ont été envoyées à l'international pour échanger avec les gens à l'extérieur, dans la diaspora, pour trouver des solutions. Beaucoup ont estimé que jusqu'ici ça ne marche pas parce que le casting fait problème. Dans mon village, on dit que si vous attrapez un lapin et que vous croyez l'avoir attrapé et qu'il vous échappe 1, 2, 3 fois, vous ne l'avez jamais attrapé. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, ces commissions qui descendent sur le terrain, ce n'est peut-être pas la bonne manière. C'est peut-être pas la bonne manière. Je ne voudrais pas me placer. C'est facile quand on est de l'extérieur d'être un donneur de leçons. Ce n'est peut-être pas la bonne manière. De mon point de vue, l'une des meilleures manières pour aborder cette question, c'est que quand il y a une conflictualité qui se présente entre deux parties, elles ne peuvent pas négocier directement. Il faut nécessairement un médiateur qui ne soit pas nécessairement un étranger ou quelqu'un de l'extérieur. Que les choses camerounaises se règlent entre les Camerounais. On a suffisamment de ressources sur le plan local dont on connaît les compétences, le capital social, le capital de crédibilité qui peuvent aujourd'hui être mobilisés pour justement arriver à régler la question du casting d'en face dont vous parlez, qui peuvent le régler, qui peuvent véritablement mettre en lumière quel est le discours que vous attendez d'un certain nombre de personnes qui sont déjà d'avance étiquetées comme étant faisant partie de l'équipe d'en face. Quel est le type de résultat que vous attendez de simplement le genre qu'on a eu là, où une commission vient vous dire que les gens ont dit qu'ils veulent davantage de routes, alors qu'on sait bien que ce n'est pas ça le véritable problème. Moi, j'abonderai un peu dans le même sens que le professeur Abbé, en disant que je suis d'accord avec le dialogue inclusif et tout ce que vous voulez. Et vous faites bien de relever maintenant pour quel casting. Et je crois que le casting que nous avons essayé depuis 1 an, c'est-à-dire les élites, a montré ses limites. Personnellement, je serais d'avis qu'on aille plus bas, qu'on consulte le peuple profond, aussi qu'on associe le peuple profond
à ce dialogue. Large débat national, Non, grand c'est pas un débat. problème de large débat. C'est pas un problème de large débat. Lorsqu'on a défini les parties prenantes, il suffirait tout simplement de dire d'accord, organisons non seulement, on sait ce que les élites veulent, ils ont eu le temps de vouloir convaincre le bas peuple, mais on constate que le bas peuple ne suit pas. Donc, il faut donc, c'est plutôt vers le bas peuple, me semble-t-il, Qu'il faut aller maintenant. Vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez exactement. Il faut donc chercher des gens qui peuvent Il faut être donc en chercher des mesure gens qui d'être peuvent écoutés faire. par le Et bas non peuple. plus les élites ressortissant de ces choses, de ces coins, qui vont parler à ce bas peuple. Et là, je suis d'accord, lorsqu'ils parlent de médiateurs, on peut trouver. Non, en fait, c'est ce qu'il faut faire au lieu de développer, je passe le contrôle du professeur Tenga, la théorie de la complotite. Oui, de mon Parce que justement, c'est le sentiment qu'on a eu, c'est qu'on dit, bon, il y a des officines de déstabilisation qui mettent en place des mécanismes pour mettre le feu. Pourquoi? et détruire. Qu'est-ce que nous observons? Ça fait quand même 1 an que cela dure. Si les élites avaient été suffisamment performantes, On n'en serait plus là. On n'en serait plus là. Mais on constate qu'1 an après, malgré le fait S'enlise. qu'elles aillent sur le terrain, la situation ne fait que s'aggraver. Il faut tenter une autre solution. Et moi, je serais d'avis qu'on aille vers la base en leur demandant, en les associant au débat et en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent exactement dans la conjoncture actuelle. Ils ont déjà dit ce qu'ils veulent, professeur. Tout le monde Par sait. la voix de qui? Par la voix de qui? Alors là, on revient encore à la C'est question. pour- je parle de ça, C'est essentiel. On revient à la question Mais c'est des ça, limites. et c'est pour puis- ça que je veux qu'on exclue un peu les élites. Et D'accord. qu'on aille directement sur la population. Et ça peut se faire d'une certaine Et je peux façon. d'ailleurs vous dire, Les populations de ce que vous appelez aujourd'hui la partie francophone. On peut choisir parmi les populations de la base Vous sollicitez francophone des gens qui vont parler à leurs frères de la base. et je peux d'ailleurs vous donner un élément. Hein. Je me suis retrouvé à Boya il n'y a pas 2 ou 3 mois, où un élu local, qui est d'ailleurs adjoint au maire dans une des localités, qui me disait, mais vraiment je comprends pas. Les gens qui ne comprennent pas que ce n'est pas eux qu'on veut écouter. Que en réalité, il suffit de venir nous parler là dans nos tontines, nos associations. Vous écouterez ce qu'on veut savoir et peut-être à partir de là il peut y avoir. J'ai donné juste un élément, hein. J'ai donné juste un élément comme ça. C'est pour vous dire que en fait, il existe des voies alternatives qu'il faut peut-être aujourd'hui actionner, exploiter, ouais. plutôt que de prendre des fonctionnaires et de hauts des dignitaires politiques dont on connaît l'expérience et dont personne ne remet en question les compétences, mais qu'on se rend compte que sur le terrain, ça n'a pas fonctionné. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Professeur Efonzo, avant de partir, vous avez annoncé tout à l'heure que désormais vous êtes sur le terrain. Alors, une exclusivité. Une exclusivité sur le terrain. Bon, bientôt nous allons parler multiculturalisme. La semaine dernière, c'était évaluer, n'est-ce pas, la pratique du bilinguisme institutionnel auprès des administrations publiques. Et maintenant, nous allons repartir à la base pour parler effectivement du multiculturalisme. Première descente. Ils ont commencé les descentes. Non, sur, je veux dire pour la Pour la prochaine commission. étape, ouais. Mais la commission a organisé les choses de telle manière que nous allons aller sur le terrain indépendamment du nombre que nous sommes. Nous allons nous répartir en groupe ou alors peut-être que pour faire bien, nous devrions tous y aller.
Professeur Samuel, tout ça est en réflexion. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes historien et vous êtes ancien doyen de la faculté Lettres et Sciences Humaines, Université de Douala. Merci d'être venu, professeur. Merci à vous, professeur Thomas Atenga, d'être venu sur ce plateau. Merci. Chef département communication à la faculté Lettres et Sciences Humaines, Université de Douala. Merci à vous, professeur Auguste Guiletou, d'être venu. Merci. Vous êtes vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Douala. Merci au professeur Claude Abbé d'être venu de Yaoundé. Oui, mais il vaut mieux souvent laisser l'université catholique et les institutions qui peuvent m'employer là où elles sont. C'est encore mieux. Merci professeur Claude Abbé d'être venu. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 de débat. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci.